Salut à tous, je suis Kaiwai et voici la deuxième partie de cette émission consacrée à la future et potentielle adaptation de l'arc Moro en série TV, en animation. Et si vous n'avez pas vu la première partie, allez-y, parce qu'ici on va parler de cet arc à partir du moment où Moro vient de récupérer ses pleins pouvoirs après un vœu de Cranberry auprès de Polunga sur Namek. Alors tout s'accélère, vous avez la révélation ensuite de Merus à propos des pouvoirs de scellés du Daikaioshin qui ont disparu avec Majin Buu et Majin Buu pur. Ensuite vous avez Moro qui se fait contrecarrer par le Daishinkan et Merus. Avant de revenir, l'histoire revient sur le troisième vœu le fameux troisième vœu de Moro. Et on voit en fait la scène dans la prison galactique avec tous les sbires de Moro qui sortent de prison et qui viennent d'ailleurs, la team Saganbo comme je l'appelle, vient sauver Moro au dernier moment. Donc un rebondissement dans l'histoire, on pouvait ne pas s'y attendre. Le combat Goku et Vegeta contre tous les prisonniers galactiques qui ont été boostés par Moro, donc en cours de la fight. Là ça va relativement vite, mais ça peut être étendu, on peut allonger ce genre de scène à l'infini, j'ai envie de dire. Vegeta qui finalement à la fin de cette scène décide de partir pour Yardrat, donc encore une scène bien mise en scène. Franchement cette intervention et ce moment de Vegeta peut être vraiment glorieux et vraiment marquer le coup et rester dans nos esprits, c'est ça qui est important. Là on a une deuxième ellipse alors. L'armée de Moro s'en va et attaque pas mal de planètes différentes, on le voit dans le manga. Ça peut être développé, on peut les voir chacun des sbires, pour donner un petit peu de corps à chacun des sbires de Moro, on peut les voir chacun à leur tour aller attaquer les planètes différentes. Voilà, ça leur donnerait du corps, ça leur donnerait de la personnalité, on s'y habituerait et ce serait intéressant quand ils débarqueront sur Terre un petit peu plus tard. Vous avez les frères Macareni d'ailleurs qui viennent sur Terre et qui attaquent et qui font face à Piccolo qui est la première ligne de défense de notre planète. Et vous avez Jaco qui le rejoint. 73, Shimoreka et Yunba qui débarquent également sur Terre et qui font face cette fois-ci à Gohan, Piccolo et Krillin. Il y a vraiment un super combat de Gohan. Donc là, il y a en termes de fanservice de Gohan, il y a moyen de mettre vraiment de bien marquer le coup. Alors tout ça se finit avec Jaco qui arrive à négocier 2 mois de répit pour la Terre. Et là, on a droit à notre troisième ellipse. Tout le monde s'entraîne, en fait. C'est l'occasion de voir Piccolo, Gohan qui s'entraînent entre eux, parce que clairement, ils ont appris des techniques ensemble. Vous avez Yamcha, Tenshinhan, Krillin, Kame Sennin. On peut avoir on ne voit rien de ça en manga, et on peut avoir vraiment tous ces personnages qui se rencontrent, qui discutent, qui analysent la situation, qui se demandent où en est Goku, parce que l'air de rien, Goku n'est toujours pas revenu, Vegeta non plus, donc il peut y avoir cette espèce de huis clos entre tous ces personnages, les voir évoluer, s'améliorer et s'entraîner avant la venue de Moro et ses sbires. Donc ça peut être très intéressant. Et pendant ce temps-là, vous avez Vegeta qui découvre un tout petit peu l'avancée de son entraînement sur Yardrat, avec les Yardrat, le Spirit Control, face à Yuzun, si je ne m'abuse, qui est un sbire de Moro et qui est un personnage qui vient de la même planète que Zarbon. Le combat en manga est vraiment très, très bien chorégraphié, très stylé. Vegeta est même surpris de sa puissance. Et voilà, je trouve que le rythme du manga est pas spécialement bon, parce qu'il y a toutes ces ellipses, etc. Mais je trouve que le rythme intrinsèque et potentiel de cet arc est bon. Si on remet du rythme et si l'anime fait ça bien, on peut vraiment avoir un suivi qui est excellent, parce que ça se passe sur pas mal de temps quand même, avec toutes ces ellipses là. Voilà, donc là on est à pas mal d'épisodes, si vous prenez le temps de regarder un petit peu, on peut avoir énormément d'épisodes. Alors au bout d'un moment, on rejoint enfin Goku, qui est en train de s'entraîner avec Merus. Là encore, pas mal de combats, de choses qui peuvent être très bien mises en scène. Goku qui parvient à maîtriser les prémices de l'Ultra Instinct avant que Whis ne vienne punir, entre guillemets, Merus, et laisse Goku seul dans l'espace avec son petit vaisseau. Donc là, les troupes de Moro débarquent enfin sur Terre, après 2 mois. Ils se répartissent partout sur Terre pour piller la planète avant que Moro n'absorbe son énergie. Ça, c'est le plan. Évidemment, la Z-Team, les gars de la Z-Team et les patrouilleurs galactiques sont prêts. Et alors, il y a pas mal de combats qui se lancent, mais qui sont dans le manga relativement abrégés.
Donc là, encore une fois, pour le fanservice, on a vu Kame Sennin, on a vu Krillin combattre, mais on a très peu vu Yamcha, juste l'espace de quelques cases, et surtout Tenshinhan et Chaoz. Dans l'arc précédent, on n'a vraiment pas eu de bol, hein, dans le tournoi du pouvoir, en tout cas les fans de ces personnages n'ont pas pu apprécier Tenshinhan par exemple, c'était un peu ridicule. Donc là, c'est une occasion de jouer sur la fibre fanservice des téléspectateurs et de chorégraphier des combats intéressants, réellement intéressants avec ces personnages qui se sont quand même entraînés, ils ont eu le temps normalement de s'entraîner 2 mois. Vous avez notamment donc Yamcha, Tenshinhan, Chaoz, la revanche de Piccolo et Gohan face à 7-3, qui en manga est très chouette, vraiment un super combat avec des nouvelles techniques et tout, donc là il y a un gros niveau, ça doit claquer, quoi. Il faut que les téléspectateurs soient contents de voir ça. Il faut que la Toei en profite pour nous montrer des belles choses. Vous avez Saganbo qui tabasse finalement Piccolo Gohan, c'est 17 et c'est 18 hein, qui débarquent, également avec des chouettes techniques en duo, quelque chose qu'on a très peu, pas assez vu en tout cas. Ils n'ont pas assez insisté là-dessus, d'après moi, dans le tournoi du pouvoir. Là c'est une bonne occasion. Donc on revient enfin, après tout ça, après tous ces combats de la Z-Team, on revient à Goku, qui est perdu dans l'espace, mais qui capte Krillin, et qui débarque enfin en sauveur, et qui terrasse les derniers sbires de Moro, qui se débarrasse de Saganbo, enfin vous connaissez peut-être l'histoire, avec Goku Super Saiyan Blue, hein. Et puis Goku qui enfin atteint les prémices de l'Ultra Instinct contre Moro. Et alors là, il y a une polémique, hein, il y a une grosse déception ces 2 derniers mois sur les chapitres de Toyotaro. Alors, je ne vais pas revenir sur les faiblesses de Toyotaro, j'en parle beaucoup sur Twitter, j'essaie d'analyser, de développer, peut-être que je le ferai dans une autre vidéo un jour, mais je veux quand même revenir sur l'Ultra Instinct en lui-même. J'ai lu des inepties du genre, Toyotaro a détruit l'Ultra Instinct, mais non, c'est faux. En fait, l'Ultra Instinct en manga, si vous regardez toutes les cases du tournoi du pouvoir, par exemple, quand l'Ultra Instinct débarque, il n'y a rien d'impressionnant. En fait, Toyotaro n'a jamais réellement su rendre l'Ultra Instinct aussi intéressant visuellement qu'on a pu le voir dans l'animé. Le problème, c'est que les gens font un peu l'amalgame, les gens qui ont la critique facile, je vais dire, hein, sans vouloir vexer, font un gros amalgame entre l'Ultra Instinct du manga et l'Ultra Instinct de l'animé. On a un souvenir, enfin moi j'adore l'Ultra Instinct dans l'animé, j'ai un très bon souvenir. Alors du coup, quand je vois effectivement le chapitre de Goku face à Toyotaro, c'est un bon lapsus, face à Moro en Ultra Instinct, oui, je peux être déçu évidemment. Maintenant, imaginez-vous tout simplement que ce combat vaudra sans doute celui de Goku Ultra Instinct contre Jiren, donc parce qu'il sera remis en scène en animation avec tous les effets possibles et imaginables pour rendre le Goku Ultra Instinct à la fois surpuissant, très impressionnant, dynamique, tout ce que vous voulez. Donc, je peux être déçu du manga pour ça, mais moi personnellement je suis très optimiste, et donc je me dis c'est pas grave, je le verrai en animation et ça va claquer quoi qu'il arrive. C'est finalement là tout l'intérêt que moi je mets, en tout cas tous les espoirs que je mets dans l'adaptation de cet arc en animé, c'est que tous les combats peut-être un peu mous parfois de Toyotaro ont vraiment du potentiel pour être terrible, hein. Si c'est bien animé, ça peut être vraiment terrible. Le potentiel, il est là, hein. Je veux dire, si vous mettez les bonnes personnes au bon endroit avec un bon budget, la Toei fait un arc excellent avec tous les combats, les rebondissements, les personnages, les antagonistes. Il y a tout pour faire quelque chose de correct. Je dis pas que ça va nous rendre notre Dragon Ball Z, mais franchement, il y a le potentiel, hein. Ça, je ne me fais absolument aucun souci là-dessus. Puis en plus, c'est loin d'être fini, hein. Ça, il y a beaucoup de chances que l'arc se prolonge encore, hein. On va encore avoir le combat de Vegeta, on va découvrir son pouvoir, et son entraînement avec les Yardrat. Sans aucun doute, Beerus devrait intervenir, parce que la donne a changé, et maintenant on voit que Beerus s'intéresse petit à petit à ce qui se passe sur Terre. Et puis il y aura enfin, sans aucun doute, la revanche de Goku. Moro qui va devoir déchaîner sa magie, parce qu'il ne l'a pas encore fait sur Terre, hein. Il va devoir déchaîner sa magie sur Terre, sans compter les interventions des jokers de chaque côté. Vous avez encore Merus d'un côté qui peut intervenir, vous avez 7-3 qui est en réserve sur le banc, etc. Vous avez les révélations sur Moro qui doivent intervenir au bout d'un moment, parce que Moro il peut pas finir comme ça. Vous pouvez pas tuer Moro maintenant en disant on n'en sait pas plus sur lui. Non, je veux dire,
Et non, c'est pas possible. Il va y avoir encore du background. On va savoir d'où vient Moro, qui est-il réellement, quelle race, j'en sais rien moi. Quelles sont ses origines, toutes ses perspectives encore. À mon avis, on peut encore en découvrir. Hein. Donc voilà, encore énormément de choses sont à prévoir dans cet arc. Potentiellement, cet arc est de loin le plus ambitieux de Dragon Ball Super. Je pense pas exagérer en disant ça. On y voit différentes planètes, il y a des voyages, il y a beaucoup de nouveaux personnages. Le nombre de combats différents est quand même assez hallucinant. Hein. Pour le moment, Moro a combattu Vegeta, Goku, Buu, Daikaioshin, Merus, C17, C18, à nouveau Vegeta, et puis c'est clairement pas fini. Donc, sans compter tous les personnages secondaires qui ont également combattu. Il y a également un petit chapitre bonus dans un des mangas de Toyotaro avec Freezer, qui, là encore, on pourrait le voir intervenir, même si justement ça justifie sa non-intervention. Il dit non, mais je passe mon tour, ça m'intéresse pas. Mais voilà, on peut revoir le Freezer à un moment donné dans l'histoire, qui dit non, je veux laisser faire ce qui se passe là, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, pour conclure, on peut rajouter du contenu, comme vous l'avez vu. Je pense pas avoir exagéré, je voulais juste vous montrer que le manga laissait certaines portes ouvertes à l'ajout de pas mal de petites choses. On a la possibilité de voir corriger les principaux défauts du manga de Toyotaro, notamment un Goku ce serait bien qu'on ait un Goku qui réfléchit un petit peu plus, avec un peu d'introspection, un peu d'analyse en plein combat. Hein. Parce que je le disais sur Twitter, je vais le dire rapidement, mais en gros, le combat Goku contre Moro est assez dégueulasse dans le sens où en fait, Goku n'analyse pas du tout son combat, il ne dit rien par rapport à son état d'ultra instinct, sa mauvaise maîtrise finalement de cette technique. Donc voilà, un Goku classique aurait quand même un petit peu plus réfléchi à ce qui se passait. Là, il n'y a rien. Bon, là, voilà, les scénaristes de la Toei ont la porte ouverte pour pouvoir écrire des bons dialogues et rajouter de la cohérence au personnage principal. On va dire que c'est une deuxième chance inespérée de voir briller Goku et de rendre l'arc encore plus intéressant. Et puis, un des principaux défauts, moi, que je dirais, de Toyotaro, du manga de Toyotaro, c'est ce manque d'impact dans les grands moments de son histoire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous prenez le manga de Toriyama, encore une fois, j'en ferai un tweet intéressant et analytique, mais en gros, si vous prenez le manga de Toriyama, les grands moments, prenez simplement le combat, ouvrez un manga et prenez le combat Goku contre Freezer, il y a plein de moments où il y a des pages entières, des pleines pages ou des doubles pages où on voit une seule grosse case, où on voit une impact d'un coup, je ne sais pas, il y a plusieurs scènes comme ça que Toriyama dessine sur une seule page. C'est des moments mythiques. Tous ces moments qu'il a dessinés sur une seule page ou une double page, vous êtes certain de vous en rappeler. C'est sûr et certain, c'est des moments mythiques. Parce qu'ils ont été marqués dans votre esprit grâce à la mise en scène de Toriyama. Et c'est quelque chose que Toyotaro ne fait absolument jamais. Il y a une seule double page dans le manga de Toyotaro, si je ne m'abuse. C'est au moment où toute la Zen-Team arrive au tournoi du pouvoir. Et vous vous en souvenez sans doute, quand je vous le dis comme ça, eh bien, il ne le fait jamais. Et du coup, on perd en fait En faisant ça, Toriyama nous disait ce moment est mythique. Toyotaro ne le fait pas, ne décide pas pour nous quel moment est mythique et quel moment n'est pas mythique. Donc on est obligé de faire un peu le travail nous-mêmes, si vous voulez. Donc moi, je sais plus ou moins quels sont les moments mythiques de cet arc, mais Toyotaro ne veut pas mettre le doigt dessus, et c'est bien dommage. Donc on ne se souvient peut-être pas tellement des bons moments de cet arc, alors qu'il y en a énormément. Et donc, là, encore une fois, ce sera à la Toei de mettre en scène les grands moments, hein, le combat notamment de Vegeta contre Moro, le moment où Vegeta met un coup à Moro pour protéger un petit Namek, par exemple, typiquement. Voilà, ça c'est des cases... On s'en rappelle de ces cases, hein, mais voilà, il y a des moments où on peut vraiment mettre l'accent là-dessus pour en faire des moments cultes, hein, entre guillemets, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Essayez, en tout cas, on va dire essayer de rendre certains moments cultes dans cet arc. Il y a tout le potentiel, encore une fois, pour le faire. Voilà, conclusion, hein, moi j'ai quand même l'impression que cet arc a déjà été pensé d'une certaine manière pour être adapté en animé. C'est le sentiment que j'ai eu plusieurs fois en le lisant, ce que je n'ai absolument pas eu avec les précédents arcs de Toyotaro. Alors un petit message quand même pour les plus sceptiques d'entre vous, hein, parce qu'il y en a encore, qui pensent que effectivement Dragon Ball Super ne reviendra jamais à la TV. Bon, j'ai pas grand chose à dire à part regarder les chiffres, ce que rapporte Dragon Ball aux ayants droit. Ben écoutez, c'est simple, c'est écrasant par rapport à la concurrence, donc forcément ça reviendra.
Maintenant, pour ceux qui pensent que l'arc Moro ne sera pas adapté en série TV, et que ce n'est finalement qu'une petite exclue au manga, eh bien, posez-vous les bonnes questions en termes de produits dérivés. Si effectivement l'arc Moro était une exclusivité au manga, et qu'aucune adaptation TV n'était prévue, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pour l'instant encore aucun produit dérivé? Et quand je dis aucun, c'est vraiment aucun, à part peut-être un classeur Dragon Ball Heroes, mais c'était tout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun produit dérivé sur l'arc Moro? Aucune figurine, rien, pas un personnage qui apparaît dans un jeu, pas la moindre carte Super Dragon Ball Heroes, alors que l'arc est là en place depuis 1 an et demi déjà, donc forcément il y a une raison. La raison, c'est tout simplement qu'ils vont attendre une vraie impact de cet arc, et la vraie impact ce sera le jour où elle apparaît en série TV, forcément, et là ils lâcheront les figurines et les cartes qui vont bien, les personnages apparaîtront dans les jeux, etc. Donc voilà, pour moi c'est la raison est très simple. Il faut pas chercher plus loin. Donc l'arc Moro sera meilleur, d'après moi, encore meilleur en série TV, et sera sans doute le meilleur arc, tout simplement, de Dragon Ball Super. À voir quand ça arrivera, et si ça arrivera, mais je mets ma petite pièce dessus. La seule petite chose que je dirais pour finir, c'est bonne chance aux animateurs de la Toei pour dessiner Moro, parce que c'est un personnage qui a des formes dans son visage qui sont, à mon avis, très compliquées par rapport à certains personnages de Dragon Ball qui sont plus simples, avec des formes plus simples. Mais Moro, avec ses cornes en 3D, donc, enfin, quand on devra tourner autour de lui, etc., je pense que ce sera pas le plus simple à animer. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère en tout cas que ça a été intéressant, que ça vous a donné entre guillemets de l'espoir, et que ça vous a hypé, et que comme moi vous vous réjouissez d'en savoir plus. J'espère en savoir plus, qu'on en saura plus avant la fin de l'année, et je pense, je sais pas, mon petit doigt me dit que ce sera le cas. Voilà, je vous dis à bientôt, merci et à la prochaine. Salut à tous!